Bonjour à toutes et à tous, nous allons commencer. Cette rencontre à laquelle nous allons participer réunit deux voix majeures, venues de disciplines différentes, mais traversées par une même question. Qu'est l'intelligence créatrice ? Carole Beffa, compositeur, pianiste, dont le travail explore sans cesse les liens entre écriture, mémoire, intuition et invention musicale. Son parcours singulier fait dialoguer l'exigence de la composition avec la liberté d'improvisation. À ses côtés, Cédric Villani, mathématicien, médaille Fields, grand passeur de sciences, habitué à faire entendre les idées et la beauté des idées mathématiques bien au-delà du cercle académique. Chez lui, les équations ne sont jamais seulement des outils, elles deviennent des formes, presque des récits. Ensemble, ils sont les auteurs du livre « Les coulisses de la création ». Tout d'abord, merci à tous les deux pour votre présence et votre disponibilité lors de ce festival. Le thème de notre rencontre est « Entre musique et mathématiques, qu'est l'intelligence créatrice ?» Peut-être peut-on commencer par ce qui rapproche immédiatement vos deux univers, la structure. Les mathématiques, comme la musique, sont souvent perçues par le public comme de l'art abstrait, fondé sur des langages extrêmement précis, avec des symboles, des règles, des formes, des relations. Quand on entend les premières notes de la 5e symphonie de Beethoven, ou lorsque l'on découvre la logique presque parfaite d'un raisonnement mathématique, on éprouve parfois une même sensation d'évidence et d'harmonie. J'aimerais donc commencer par ces questions. Dans vos disciplines respectives, quelle place occupe la structure ? Est-elle avant tout une contrainte, une grammaire, ou est-ce précisément ce qui rend possible la création ? Chers amis, c'est un plaisir de se lancer dans ce dialogue et certains de mes collègues argumenteront que la mathématique, c'est de la structure, que la structure, c'est le cœur de la mathématique et c'est ça qui en fait toute la charpente. Je ne suis pas entièrement de cet avis, aussi peut-être parce que ma sous-discipline mathématique, l'analyse, s'occupe beaucoup de variations, de descriptions du monde, mais dans toutes les branches de la mathématique, la structure joue un rôle fondamental. On va y revenir, mais avant, on va se lancer dans votre même passerelle avec la question mathématique-musique. Ça ne sera pas l'essentiel de la conférence, loin de là, mais on va dès le début le poser et rappeler que du temps de l'Antiquité grecque, la fascination pour cet aspect structurel de la musique était telle que c'était classé comme un art mathématique, la musique, au même titre que l'arithmétique, la géométrie et l'astronomie. C'était le quadrivium utilisé comme dans la classification par les Platon, Aristote et leurs successeurs aussi dans le monde latin. Une citation célèbre du mathématicien polytalent Leibniz nous dit « La musique est un exercice caché d'arithmétique, l'esprit n'ayant pas conscience qu'il est en train de compter. » Et visiblement, parlant du plaisir qu'il y a pour l'esprit à compter et à se retrouver dans quelque chose qui est mécanique, qui fait appel à la structure et qui par là ordonne le monde. On va y aller encore plus avec une citation d'un autre mathématicien physicien, plus tardif, Ludwig Boltzmann, le grand physicien autrichien qui a été le grand-père des atomes, celui qui a ouvert la voie avec Maxwell pour que la génération du tournant du 19e au 20e siècle puisse accumuler les preuves de l'existence des atomes. Einstein et Schrödinger faisaient partie de ses disciples. Et Boltzmann, en bon autrichien, était aussi féru de littérature, féru de philosophie, féru de musique. Bruckner a fait partie de ses professeurs de piano. Et féru de campagne, il avait une vache dans son jardin pour avoir du lait tous les matins pour toute la famille Boltzmann. Voici les lignes très bien écrites que je vous relis fidèlement de Boltzmann prononcées à l'occasion d'un éloge funèbre de James Clerk Maxwell. De même que dès les premières mesures, un musicien reconnaît Mozart, Beethoven ou Schubert, les mathématiciens distinguent, après quelques pages, entre Cauchy, Gauss, Jacobi et Helmholtz. Une extrême élégance formelle, jointe à quelques fragilités dans l'armature des déductions, caractérise l'école française. J'y avais jamais pensé avant de lire ces lignes de Boltzmann, mais c'est très vrai.
La plus grande force dramatique est la marque de l'école anglaise, et avant tout de Maxwell. Qui ne connaît sa théorie dynamique des gaz? Tout d'abord se développent majestueusement les variations des vitesses, ensuite s'insèrent les équations d'état, et le chaos des formules se gonfle de plus en plus. Tout à coup retentissent les 4 mots « put n equal 5 ». Le méchant démon V disparaît, comme en musique une figure turbulente et qui jusque-là dominait l'ensemble se tait subitement devant la basse. Comme sous le coup d'une baguette magique s'ordonne ce qui auparavant paraissait indomptable. Le temps manque de justifier telle ou telle substitution, que celui qui n'en saisit pas la raison jette le livre. Maxwell n'est pas un musicien à programme qui donne de ses notes une explication. Maintenant, les formules livrent sans effort, résultat après résultat, jusqu'à la surprise finale, offerte par l'équilibre statistique d'un gaz pesant, et le rideau tombe. C'est, de tout ce que j'ai vu, la plus imagée, peut-être la meilleure description de l'analogie qu'il peut y avoir entre le travail d'un mathématicien, ou en l'occurrence physicien-mathématicien, occupé à bâtir son œuvre contre le chaos des éléments et occupé à donner du sens et de la forme aux idées vagues qu'il s'agit de structurer, et celui que peut avoir le musicien, l'arrangeur, le compositeur dans des stades divers de la chaîne de la création musicale, occupé à faire sens des sons. Carole, je te passe la balle. Bonjour, moi aussi je suis ravi d'être ici et je voudrais remercier organisateurs bénévoles pour l'accueil dont nous avons bénéficié. Est-ce que la musique est toujours affaire de structure? Alors je pense que ça dépend en grande partie du type de musique auquel on a affaire. J'aurais tendance à répondre que non, le plus souvent. Si vous songez à structure, vous songez souvent à un courant de l'histoire des idées, le structuralisme, qui, à partir des années 60 en particulier, avec un certain nombre d'intellectuels, on pourrait, c'est selon, inclure par exemple Claude Lévi-Strauss, on pourrait y inclure une certaine lecture marxiste, on pourrait y inclure d'autres intellectuels que l'on a par la suite rangés sous la bannière on va dire, du postmodernisme. Ces intellectuels avaient comme contemporains dans le domaine des arts des compositeurs comme Pierre Boulez, Karlheinz Stockhausen, Luciano Berio, mais aussi György Ligeti, compositeur hongrois sur qui j'ai beaucoup travaillé. Et beaucoup de ces compositeurs, effectivement, s'intéressaient à cette notion de structure qu'ils avaient tendance, en général, à opposer à une autre notion, qui me semble tout aussi floue et peut-être problématique en musique, qui est celle de matériaux. Qu'est-ce qu'un matériau musical? Alors, selon certains, ce sont les notes, tout simplement. Pour d'autres, ça va être les rythmes. On parle aussi parfois de paramètres. Bref, on va souvent aller chercher dans le domaine des sciences expérimentales des notions censées clarifier, rendre plus évidente, on va dire, la matière musicale. Alors, s'agissant de structure, le mot est un peu paradoxal parce que très souvent, lorsque l'on pense communément à la musique, on va penser à un air, à une mélodie, à quelque chose qui est mémorisable, à quelque chose qui est chantable, que l'on peut siffler, que l'on peut fredonner, que l'on peut reproduire en tout cas, toute chose qui aurait tendance à l'éloigner au contraire de cette structure avec ce que cela suppose d'invariant. Une des grandes différences, on aura bien sûr l'occasion d'y revenir, entre mathématiques et musique, je pense, est le rapport au temps. La musique est avant tout art du temps, vous me direz que ce n'est pas le seul, le roman à sa façon, le cinéma sont des arts du temps aussi, mais en cela il est sans doute différent de la plupart des arts visuels qui ne sont pas des arts du temps. Il me semble, mais peut-être que Cédric me contredira, que pour l'essentiel, la mathématique est un art, soit on va dire de l'instantané, soit plutôt de l'éternité. La musique, elle, est aussi par certains côtés un art de l'instant, mais c'est un art qui a besoin du temps pour s'écouter. Et cela en fait, à mon avis, un assez mauvais candidat à la question de savoir si on peut directement la parier à la notion de structure qui suppose au contraire un éternel, un immuable, un invariant. Je ne sais pas ce que tu en penses, Cédric.
Éternité est un mot important en mathématiques. Albert Einstein soutenait que c'était la raison qui rendait la mathématique, qui mettait la mathématique au sommet de toutes les sciences, le fait que ses lois et ses vérités étaient éternelles et jamais en danger d'être remises en question, contrairement à celles de toutes les autres sciences. C'est à légèrement nuancer, parce qu'il arrive que les mathématiciens, comme tous autres mortels, se plantent, y compris royalement, mais quand même, si on regarde le corpus des sciences de l'Antiquité, la mathématique est la seule dans laquelle ce qui a été démontré dans l'Antiquité reste aujourd'hui vrai, et nos enfants apprennent à l'école la même démonstration de l'infinitude des nombres premiers que celle qu'avait Euclide. On n'a pas fait mieux, on ne trouvera jamais mieux. Elle fait partie d'ailleurs de ces preuves du grand livre, comme le disait le regretté Paul Erdős, des preuves tellement belles que ce sont celles que Dieu consigne dans son registre au fur et à mesure qu'elles ont été découvertes pour passage vers l'éternité. J'ai continué dans la foulée des mots que tu as évoqués, matériaux et structures. On va y ajouter l'énergie. On a là, si on veut, les trois grands acteurs, matière, énergie, information, sur lesquels on fonde la description physique et mathématique du monde. Et la façon dont les uns les autres se répondent est fondamentale aussi dans n'importe quelle organisation d'une science elle-même, pas seulement l'objet, mais la science elle-même. Avec matériaux et structures, on va reprendre cette analogie bien connue par Henri Poincaré dans ses ouvrages d'épistémologie sur ce que c'est que la science. Alors d'abord, il nous dit sur on fait de la science avec des faits comme on fait une maison avec des pierres. Mais une accumulation de faits n'est pas plus une science qu'un amas de pierres n'est une maison. Réfléchissez-y. Le savant doit ordonner. Le boulot du savant n'est pas de décrire toute la réalité et de donner comme un amoncellement, un catalogue de tout ce qui est vrai, c'est dégager des grands principes, des lois qui permettent non seulement de décrire et de voir l'univers ou de le prédire, mais aussi de le comprendre. Autant savoir ce qui est vrai et ce qui est faux peut être éventuellement qualifié d'objectif, autant savoir ce qui est important ou pas important est un regard subjectif. Quand on se demande quelle est la cause de tel ou tel phénomène, c'est un regard subjectif. Il n'y a pas de cause dans l'univers. Il y a des lois qui s'accomplissent, mais on ne peut pas dire que tel phénomène est la cause de tel autre. Ça, c'est un regard subjectif, une façon de lire l'enchaînement des choses. Et dans la recherche de cet ordonnancement, c'est là qu'il y a le boulot de la science. Poincaré nous dit encore, la recherche de la vérité doit être le but de notre activité, c'est la seule fin qui soit digne d'elle. J'insiste sur le mot vérité, et quand on dit vérité, il y a toute une tradition qui distingue vérité de réalité, la vérité étant pas seulement l'énoncé des choses vraies, des choses réelles, mais l'énoncé des grandes lois qui la soutiennent. Un de ceux dans les auteurs contemporains, enfin auteurs récents, qui ont longuement travaillé sur la nuance, c'est Jacques Ellul, insistant bien dans ses écrits théologiques comme dans ses écrits philosophiques sur le fait que Christ n'a pas vu la réalité des atomes ou des lois physiques, mais la vérité immuable des grandes lois qui gouvernent l'univers. On peut reprendre cette analogie et dire que le boulot du scientifique n'est pas de faire le catalogue de la réalité, mais de chercher ce qui est vrai, les grandes lois fondamentales qui permettent d'expliquer. Et dans le même, donc rajouter du sens à la réalité. Et dans ce sens, il y a quelque chose qui est subjectif, ce qui nous permet de le comprendre et de l'apprécier et d'en voir les ressorts cachés. Dans la même veine, le regretté William Thurston, médaille Fields dans le temps, et peut-être le géomètre le plus reconnu dans son temps, disait le produit de la mathématique, c'est la clarté et la compréhension, pas les théorèmes en eux-mêmes. De la même façon, dans bien des arts créatifs, on est ici en train de parler du processus de la création, le boulot n'est pas de produire sans arrêt la montagne de théorèmes, la montagne de symphonies, la montagne de romans ou qui sait quoi, mais d'introduire quelque chose qui fera sens, de prendre position dans l'ordonnancement du monde, d'arriver avec son style, son idée,
Boschman tout à l'heure insistait sur le style des mathématiciens comme sur le style des compositeurs, d'apporter sa touche. Alors certains vont dire on va parler du matériau, d'autres on va parler de la structure, d'autres encore autre chose, et donner du sens à ce paysage de toutes les configurations possibles. Et les questions qu'on va se poser dans cette table ronde en particulier, c'est pour les gens dont c'est le boulot d'être créatif là-dedans, comment ça se passe au quotidien, cette lutte pour dégager du sens. Si je peux me permettre, vous avez parlé du temps qui pouvait différer en mathématiques et en musique, mais est-ce que ce temps long, finalement, le temps dans vos recherches à tous les deux, dans vos thèses, est-ce que finalement le temps consacré à composer est-il lui source d'émerveillement et amène-t-il lui la créativité dans vos travaux? Alors oui, heureusement un petit peu, sinon ce serait assez déprimant. Il faut bien sûr qu'il y ait une part d'émerveillement dans ce qu'on fait. Est-ce que cet émerveillement, quand il s'agit d'un art, il a lieu pendant le processus de création, c'est-à-dire pendant les longues étapes d'élaboration de l'objet que l'on est en train de concevoir, par exemple une œuvre pour piano, une œuvre pour chœur, une œuvre de musique de chambre si on est compositeur, ou bien est-ce que c'est un émerveillement, s'il a lieu, dans le meilleur des cas, une fois que l'œuvre est effectivement produite? Je pense qu'il y a un peu des deux. Il y a, je dirais pour ma part, une longue part de difficultés qui sont liées à l'activité de création, qui font que même si probablement compositeurs comme artistes en général, créateurs avec un grand ou un petit C, font partie des métiers les plus épanouissants et ceux qui sont considérés comme les plus appréciés par le grand public, c'est aussi probablement un de ceux pour lesquels la part de solitude, la part de difficultés que l'on peut rencontrer, d'anxiété, d'extrême anxiété, est la plus importante. Donc cet émerveillement, il se double, et souvent se double salement, on va dire, de péripéties qui rendent le travail du compositeur extrêmement difficile quand il se fait au fur et à mesure d'eux. Sur cette question de la quête de vérité dont parlait Cédric, et qui est évidemment quelque chose qui me semble essentiel en mathématiques, et qui est peut-être plus essentiel encore en mathématiques que dans toutes les autres sciences. On va dire qu'en fonction du degré d'expérimentation de la science, plus une science est expérimentale, plus le rapport à la vérité devient problématique, plus le rapport à la réalité, qui n'est pas la même chose, devient problématique. S'agissant d'un art, c'est évidemment assez différent. Alors, comme il est question en grande partie d'intelligence, on peut essayer d'en trouver une analogie. Si vous vous souvenez bien, je crois que c'était en 1998, le champion du monde d'alors d'échecs, Kasparov, a été battu par Deep Blue. Est-ce que ça veut dire que l'intelligence artificielle qu'il a battue était à ce moment-là plus intelligente que lui? Je ne suis pas certain. Ce que ça veut dire, assurément, c'est que tout le monde peut se mettre d'accord sur le fait que, en tout cas pour une partie, probablement pour toutes celles qui allaient suivre, on avait affaire à une intelligence artificielle qui pouvait surpasser une intelligence humaine. Un peu plus tard, comme vous le savez, Cédric va peut-être me contredire, il me semble que c'est 2012, lorsque AlphaGo bat le champion du monde de Go. Un peu plus tard. Je ne sais plus quelle année exacte, mais c'est un peu plus tard. J'aurais dit 2015. D'accord. Eh bien, même chose, on se disait que pour une discipline comme le Go, qui est supposée nécessiter davantage d'intuition, pour laquelle la part de calcul est plus difficile à déterminer que pour les échecs, eh bien, on pouvait penser que l'humain aurait un avantage comparatif pendant quelques années, et cela tombe. Donc, à peu près une vingtaine d'années plus tard, effectivement, le champion du monde de Go se fait battre. On pourrait imaginer avoir une espèce de tournoi où des compositeurs du monde entier se livreraient à une battle, en bon franglais, face à une machine. Mais est-ce qu'on pourrait dire avec certitude que la machine les a battus, ou au contraire, n'a pas été capable de les battre?
pourrait considérer que ça dépend un peu d'un applaudimètre. Vous auriez, en fonction de l'audimat, la possibilité de savoir dans une salle où se déroulerait cette bataille, ce tournoi un peu curieux, en fonction du nombre de personnes qui vont applaudir, vous voulez dire, ben non, c'est à l'évidence la machine qui l'a emporté, c'est dans celle d'un compositeur. Je pense que c'est lié à plusieurs choses, mais lié en particulier à ce fait que le rapport à une vérité qui va être univoque et qui sera, pour l'essentiel, la quête du mathématicien, ce rapport à la vérité, il est évidemment beaucoup plus flou, beaucoup plus problématique quand il s'agit d'art et de musique en particulier. Alors, on a commencé par évoquer le grand ancêtre commun que mathématiciens et musiciens ont, Pythagore, plus généralement une bonne partie des Grecs. Ce qui est certain, c'est que vous avez quantité de mathématiciens qui sont, je crois que Cédric ne va pas me contredire, qui sont de grands mélomanes. Certains d'entre eux se sont frottés même à la musique. Alors, il est physicien plutôt que mathématicien, mais vous savez que Einstein, par exemple, jouait du violon. On peut citer quantité de très grands savants qui avaient une pratique régulière et à un niveau assez poussé de la musique. Réciproquement, je dois dire que j'ai connu des musiciens qui étaient complètement nuls en maths. Donc, ça ne prouve rien, bien sûr. J'ai quant à moi une immense admiration pour les mathématiques, qui est une discipline que je vénère. J'aurais aimé pouvoir pousser plus loin l'étude des mathématiques. Vous me direz qu'il n'est pas toujours trop tard, mais j'ai travaillé, vous ai-je dit, sur un compositeur hongrois qui est né en 1923, mort en 2006, György Ligeti. Ligeti expliquait, avec un brin de tendresse, que d'une certaine façon, il était devenu compositeur presque par défaut. Pourquoi ? C'est parce qu'il aurait voulu être scientifique, mais dans la Hongrie du début des années 40, extrêmement antisémite, eh bien, il y avait des quotas pour l'inscription des jeunes étudiants dans les classes de sciences. Il n'était que deuxième et seule une place était pourvue. Et donc, c'est par défaut qu'il s'est mis à la composition et qu'il est devenu le très grand compositeur qu'il est devenu. Ça ne l'a pas empêché de rester sa vie durant extrêmement curieux de quantité de disciplines scientifiques, pas simplement les mathématiques, mais à peu près toutes les sciences expérimentales. Et à la fin de sa vie, où hélas, à cause d'une maladie très grave et très paralysante, il ne pouvait plus vraiment se livrer à son travail de compositeur, il essayait de s'entretenir en prenant connaissance de bons travaux de vulgarisation dans les sciences, qui étaient ce qui permettait d'occuper ces journées qui sinon lui auraient paru sans doute assez ternes. Alors, Ligeti avait, sur la question des rapports entre mathématiques et musique, un point de vue qui me semble tout à fait juste, qui est assez pragmatique. Ligeti était fasciné par la beauté des mathématiques, certaines d'entre elles, par exemple les fractales. Il était intéressé par certaines des théories mathématiques de son temps ou d'un peu avant, théorie des catastrophes par exemple. Il avait une certaine fascination pour des objets géométriques, pour l'illusion acoustique qui serait à peu près l'équivalent pour l'oreille de ce que l'on connaît souvent mieux, qui sont des illusions d'optique. Mais c'était, on va dire, de l'ordre de l'émerveillement, ce qu'il considérait comme le stimulus essentiel des sciences pour son activité de compositeur. Jamais, au grand jamais, disait-il, il n'a cherché à donner un équivalent en musique des objets mathématiques et des objets scientifiques en particulier. Il avait même une certaine méfiance à l'égard de certains musiciens qui, souvent, assez piètres mathématiciens ou assez piètres connaisseurs des sciences, n'en avaient qu'un savoir très indirect et prétendaient pouvoir trouver des applications directes de certaines théories mathématiques dans leur propre champ. Il visait notamment Yannis Xenakis, que l'on a souvent présenté comme quelqu'un qui était à la fois compositeur, mathématicien et architecte, et en insistant sur l'un des trois quand ça l'arrangeait. Alors, j'aurais tendance aussi à considérer que la beauté des sciences en général, sa perfection formelle, sa cohérence, est un excellent stimulus pour un compositeur pour se lancer dans la composition
d'une œuvre, mais que ces rapports que l'on veut parfois extrêmement étroits entre mathématiques et sciences se réduisent souvent, pour l'essentiel, à une arithmétique assez élémentaire. Je vais rebondir sur ce que dit le collègue. Et en premier, parler du pauvre Kasparov. J'ai jamais été fan des matchs humains contre machines. Tournoi Kasparov contre IBM, je me dis, est-ce qu'il nous viendrait l'idée de faire un match entre le champion du monde de boxe et un bulldozer? C'est un peu bizarre. On voit bien que le bulldozer et l'humain ne jouent pas dans la même catégorie. Et ils n'ont pas le même poids, pas la même puissance, et l'ordinateur et le Kasparov, ils n'ont pas non plus la même puissance énergétique, le même ressort, sont de catégories différentes. Pourquoi organiser le match? Bon. En plus, Kasparov avait déjà gagné en 96 la première manche. Il a accepté de faire la revanche en 97, sous grande pression de IBM, qui cherchait à redorer son blason parce que ses actions allaient bien bas. Et il s'est retrouvé piégé, sous une pression énorme. Alors, pas servi par les circonstances, se disant, pour battre la machine et sa perfection formelle, il faut que j'arrive à tirer avantage de cette perfection. Mais finalement, c'est bizarre ce coup qu'a joué la machine. Est-ce que c'est pas un humain en fait qui joue derrière, caché? Et donc il s'est retrouvé mangé en partie par cette espèce de syndrome. Est-ce que c'est un bluff, syndrome du bluff qui hante l'intelligence artificielle depuis même bien avant qu'on ait des ordinateurs, depuis l'automate joueur d'échecs de Maelzel et von Kempelen, et perdu dans une entité. Qu'est-ce que j'affronte? Un homme, des humains, une machine reprogrammée, pourquoi IBM ne veut pas donner les programmes, pourquoi il ne veut pas faire ça et tout ça. Bon. Et à la fin, il s'est effondré. Alors il y a eu aussi le pauvre, un moment où l'ordinateur a joué un coup très surprenant. Mais pourquoi il a joué ce truc-là? Mais c'est pas possible, c'est quoi le truc qui est derrière et tout? Il a passé plein d'énergie à essayer de comprendre le coup, alors que c'était juste que l'algorithme ne donnant aucun coup se dégageant, l'ordinateur a joué un coup au hasard. Bon. Déstabilisant pour le pauvre Gary. À la fin, il a perdu, la dernière partie, il a été en dessous de son niveau, vaincu en partie par ses propres démons, ce qui était intéressant. Jeu du Go, très intéressant aussi. Alors pareil, alors là, il y avait un intérêt quand même, parce que il y avait un intérêt scientifique, parce que le Go, effectivement, quand je faisais mes études et qu'on discutait entre mathématiciens, ah ouais, le jeu d'échecs, c'est tombé, ouais, mais le jeu d'échecs, c'est vraiment un truc bourrin, en fait, une fois qu'on l'a mis en équation et tout ça, la machine, elle peut le faire, alors que le Go, waouh, c'est autrement plus compliqué, il se passera bien longtemps avant qu'on arrive à faire la même chose au jeu de Go. Et c'était plus vu comme une sorte de défi scientifique. Comment arriver à gérer les calculs probabilistes inconscients, sous-jacents que font les grands maîtres de Go, qui ne savent même pas expliquer eux-mêmes pourquoi ils jouent tel ou tel coup, s'appuyant sur beaucoup d'intuition. Et c'est tombé plus tôt qu'on ne croyait, effectivement. Et là, ça a été une surprise quand Lee Sedol s'est fait ratiboiser par AlphaGo. Alors attention, avec une nuance. Alors, premièrement, aussi intéressant du point de vue scientifique, l'algorithme du jeu de Go a joué un coup qui était non seulement déstabilisant, mais pour le coup pas au hasard, un coup bien meilleur que tout ce que les humains avaient théorisé, qui a forcé les humains à réviser leur partie, et même qui leur a montré qu'il était bien moins bon dans l'absolu que ce qu'ils croyaient au jeu de Go, les prétentieux. C'est l'aspect qui fait plaisir dans la chose. Dès que vous voyez quelqu'un de prétentieux se rabaisser, ben là, les humains qui découvrent qu'ils sont beaucoup moins bons que ce qu'ils croyaient, ça fait plaisir. Ils en étaient arrivés à théoriser, ça faisait partie des débats entre grands spécialistes du jeu de Go, quel est le handicap qu'il faudrait donner à Dieu pour que Dieu fasse jeu égal avec un humain. Vous voyez le genre de délire mégalomaniaque. Et à la fin, ils se sont rendus compte que ce handicap qu'ils estimaient à 2 pierres était très sous-estimé. Bon, autre chose remarquable, Lee Sedol a gagné une des parties contre AlphaGo. Et il dit lui-même, l'un des meilleurs moments de sa vie. Il avait perdu genre 9-1. Si on le rejouait maintenant, ça serait 1000-0 peut-être. Mais l'effort, l'ingéniosité qu'il a fait là-dedans, c'était là, la source de plaisir. Que ce soit un joueur de Go, ou un compositeur, un mathématicien, une poète ou qui sait quoi, le plaisir est pas seulement de pouvoir donner à son éditeur, que ce soit un éditeur de revue scientifique ou éditeur de romans, le manuscrit, c'est aussi de pouvoir dire « Waouh, j'ai triomphé, j'en suis ressorti mieux, et sinon ça serait aussi ennuyeux
que la guerre des étoiles dans laquelle il n'y aurait pas d'empire qui contre-attaque, pas d'étoiles noires, ou qui sait quoi, pas de péripéties. Ce sont les péripéties qui donnent le sel de la victoire. C'est pareil pour ces métiers créatifs. Alors on va aller là-dessus sur la question que tu posais sur le temps, et je vais parler de mon expérience sur la création de temps long. Alors, je ne suis pas si vieux que ça, mais quand même les tempes sont grisonnantes, et j'ai commencé ma thèse il y a une 30aine d'années, pour de vrai. Et il est arrivé que, du fait des péripéties de mon parcours, je me suis retrouvé à cesser de publier pendant toute une 12aine d'années. Et je m'y suis remis à partir de 2024, 2025, et dans des circonstances particulières. D'abord, j'étais libéré de la folie parlementaire, qui a fait tout un appel d'air extraordinaire sur mon emploi du temps. On peut parler beaucoup et beaucoup. Tout ce qu'on dit sur les parlementaires qui se la coulent douce, c'est du pipeau complet. Vous êtes sur place, vous voyez que c'est une machine à broyer votre emploi du temps, broyer votre cerveau sous les pressions de tous les côtés. Bon. Et puis, sortant de là, je me dis maintenant, il est temps de se remettre au boulot, sérieusement, on va continuer à faire quelques activités de ci, de là, de conférencier, de conseil d'administration et qui sait quoi, mais on va reprendre les dossiers scientifiques et je vais aussi reprendre les dossiers que j'avais abandonnés dans le temps. Bon. Mais j'avais du mal à m'y remettre. Et puis, événement majeur est arrivé de façon inattendue, un article pas bien long de 2 jeunes collègues que je connaissais pour les avoir côtoyés dans ma vie d'avant, résolvant une conjecture qui me tenait à cœur. Conjecture que j'avais mise en place, théorisée, question que j'avais posée dans mon habilitation à diriger des recherches à la fin des années 90. Je vois arriver l'article, je me dis « Waouh ! Ils ont réussi ? Comment ils ont fait ? Pourquoi c'est pas moi qui l'ai démontré ? » Vous savez, on a un attachement affectif à ces trucs, ça devient notre chasse gardée. Et puis, mais s'ils ont réussi à démontrer ça, alors forcément, il y a un truc encore plus grand qui doit être vrai. Une vérité plus grande qui doit être vraie. Et impossible que j'en sois pas. Là, je vais me remettre pour de vrai à travailler. Je me suis replongé dans le truc, j'ai vu leur démonstration. Bon, leur démonstration n'est pas la bonne. Il y a forcément une meilleure démonstration. Avec mes outils, mon regard, je vais me replonger dans mes articles d'il y a un quart de siècle. C'est dur quand même de s'y remettre. Waouh, il est malin l'auteur, comment il a eu l'idée de ça ? Ah, mais on va continuer. On reprend, le truc est dur. Heure après heure, semaine après semaine, dans votre lit, dans le train, partout. Jusqu'à ce moment, dans le festival qu'on co-organise entre autres, Carole et moi, Festumpi, tous les ans en Crète, musique et mathématiques, en recherche, en école d'été, en conférences et en concerts. Vous y viendrez un jour. Et donc là, je rencontre les 2 autres, enfin un autre des co-auteurs de cet article qui m'avait tant choqué, et puis un autre, et puis on met nos connaissances ensemble. Et là, il faut y aller pour de vrai. Et là, déclic. Comment ça marche, ce genre de choses ? Vous êtes là en vous disant, là, il faut démontrer ce truc. Ouais, mais comment ? Comme ci, comme ça. Vous vous imprégnez complètement du problème jusqu'à devenir le problème. Vous y pensez le matin, vous y pensez le soir, vous en rêvez la nuit. Vous vous réveillez le matin en disant « mais bien sûr, il faut essayer tel truc ». Vous ressortez de là en vous disant « non mais c'est complètement faux ce que j'ai écrit ». Puis vous comprenez un truc et vous dites « mais je suis stupide, c'est pas possible, j'aurais dû le voir ». Chaque jour est un échec, disait mon collègue mathématicien Craig Evans, grande star dans le domaine des équations et dérivées partielles à Berkeley. Chaque jour est un échec en mathématiques, parce qu'on se rend compte que c'est trop dur, qu'on n'y arrive pas. Mais pourtant, de temps en temps, il y a le petit truc. Il y a ce cycle, j'aime bien le décomposer en 4 phases. La phase où on ne comprend rien, mais on s'imprègne du truc, on devient obsédé par le problème. On essaye, on rate. La phase où on commence à entrevoir comme le petit courant d'air qui vous indique qu'il y a quelque part une source de fraîcheur par là, vous ne savez pas encore où. Vous ne comprenez pas encore, mais vous sentez un petit frémissement. Puis l'éblouissement, d'un coup vous comprenez tout. Enfin, vous comprenez le truc, le déclic, puis vous comprenez, vous recomprenez encore. Tout s'enchaîne. Vous écrivez la démonstration, l'article, transmettez, etc. Vous vous mettez tout exalté à expliquer à vos collègues pourquoi c'est vrai, qu'est-ce qu'il y a, etc. Et puis après, petite phase de déprime qui vient toujours après, où vous dites, mais finalement, c'était assez simple.
J'aurais dû comprendre ça il y a 10 ans, il y a 20 ans, je ne comprends pas. N'importe qui aurait pu faire ça. Allez, on va recommencer le problème suivant. Et c'est dans ce cycle, tout en frustration, combat, obsession, illumination, que situe comme la délégation, c'est comme ça que je vois, que la société fait à certains, certaines, créatifs, passionnés, qui vont tout entier devenir des sortes de relais quasiment chamaniques entre le monde des humains et le monde de l'afro, du combat, entre la vérité et l'inconnu, pour se mettre tout entier, corps et âme, au service de cette quête. Et c'est une aventure en soi. D'ailleurs, il y a un signe qui ne trompe pas. Malgré toutes les difficultés et tout ce que vous pouvez entendre sur les lamentations des collègues pour avoir tel ou tel poste, les universitaires, en pratique, sont ceux qui bataillent pour prendre leur retraite le plus tard possible. Comme les politiques d'ailleurs, montrant bien qu'ils trouvent du plaisir à cet affrontement permanent. Je vais revenir sur votre notion d'effort, puisque je crois que les lycéens de Fumel qui sont présents ici, vous voulez vous entendre sur cette notion. Vous dites que vous avez appris en classe prépa le goût de l'effort. Et je vois que cet effort, il est toujours là. Et vous l'aimez. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur ce goût, ce qui est nécessaire au développement de l'intelligence et de la créativité peut-être ? Alors, je ne suis pas absolument certain qu'il y ait une relation univoque entre effort et intelligence. D'une certaine façon, vous pouvez avoir quelqu'un qui est supérieurement intelligent et précisément pour cette raison, qui n'aura pas à fournir beaucoup d'efforts pour parvenir à ses fins. Hélas, il existe aussi des personnes d'excellente volonté qui n'y parviendront pas et qui, à tort ou à raison, s'imagineront, c'est parce que ils ou elles ne sont pas intelligents. Ce qui est certain, c'est que, je sais pas, si je prends mon exemple comme compositeur, je pense que ces 4 phases dont parlait Cédric, c'est-à-dire quelque chose comme le noir absolu, l'obscurité totale, l'opacité, où on ne sait absolument pas ce qu'on est en train de faire, un moment où on a le sentiment effectivement qu'une étincelle jaillit, qu'il y a peut-être ici une porte qui s'ouvre et qu'on va réussir à emprunter cette voie qui est une piste qui va se révéler sans doute assez fructueuse. Autre moment où effectivement on est absolument certain d'être sur la bonne voie et qu'alors on a l'impression d'aller de plus en plus vite, de voler de ses propres ailes et de voler avec une vitesse que l'on n'a jamais connue auparavant. Et puis effectivement ce moment assez curieux où lorsque la chose est close sur elle-même, alors avec cette différence encore une fois qu'en mathématiques, on peut normalement, avec en tout cas l'assentiment de ses pairs qui vont contrôler la démonstration que vous avez menée à son terme, se dire c'est bon, c'est fait. Vous pourrez un peu plus tard essayer d'imaginer une démonstration qui sera plus élégante, plus brève, qui mettra en œuvre moins d'outils mathématiques et qui sera de ce point de vue plus satisfaisante, mais au moins vous avez le sentiment d'être allé jusqu'au bout. En art, c'est évidemment beaucoup plus délicat. À partir de quel moment vous pouvez considérer qu'une œuvre d'art est parachevée, c'est toujours un problème. Et ça restera toujours un problème. Et là encore, le sentiment que vos pairs peuvent se dire « Ah oui, j'ai l'impression que c'est plutôt réussi ». D'abord, il y a toujours un petit risque qu'on vous dise ça par politesse, par courtoisie, mais qu'en réalité ce ne soit pas absolument certain. Et puis surtout, imaginez-vous la différence. Pourquoi est-ce que, il me semble que c'est particulièrement difficile l'activité de compositeur ? Si vous êtes romancier, par exemple, vous pouvez tout à fait, si vous avez un ami ou une amie romancière, lui faire lire votre travail. Ce sera quelques liasses de feuilles de papier. Ça représentera peut-être, je ne sais pas, 200 pages et 500, quelque chose comme ça. Et vous aurez effectivement un avis extérieur qui pourra vous dire oui, il me semble que c'est bien, et éventuellement tu pourrais faire ceci pour améliorer, tu pourrais songer ici à imaginer une péripétie peut-être plus qui nous emmène un peu plus loin. Bon. Quand vous êtes en train de travailler sur une composition, il faut bien savoir que parfois, pouvoir mentalement se représenter, si vous lisez la partition, quelque chose comme une partition d'orchestre, donc quelques mesures seulement, qui vont durer peut-être 6 secondes, eh bien ça demandera à la personne à qui vous présentez la partition quelque chose comme, on va dire, une dizaine de minutes de son temps
pour s'assurer que tout est bien en place, que l'orchestration convient, que du point de vue formel, ça vient. Alors, il faut vraiment avoir de très bons amis et des amis particulièrement dévoués pour qu'ils soient d'accord à partir du seul manuscrit que vous leur confiez, qui correspond à l'œuvre que vous venez d'écrire, et qu'ils puissent vous dire, oui, d'accord, j'y ai passé 200 heures et il me semble que ça va bien sonner. Alors, on peut, grâce notamment à certains outils qui viennent de l'informatique musicale, j'utilise par exemple un logiciel qui s'appelle Finale, qui est un logiciel de mise en partition et qui permet d'entendre de façon très approximative, avec des nuances qui sont souvent assez mal répertoriées, des timbres qui valent ce qu'ils valent, mais vous avez une petite idée de comment ça sonne. Vous pourrez donc le faire entendre à vos camarades. Pendant très longtemps, le logiciel que j'avais avait un bug, et donc je ne pouvais pas entendre cette musique, et c'était très satisfaisant parce que j'étais obligé de me concentrer beaucoup plus pour entendre parfaitement, intérieurement, tout ce que je voulais. Ça prenait parfois un temps fou, mais j'avais cette satisfaction personnelle d'être mon propre correcteur, mon autocorrecteur. Tout ça pour vous dire que oui, c'est un parcours semé d'embûches que celui de la création, et celui qui vous permet de vous dire avec une certaine satisfaction, je pense être arrivé au bout de ce que je voulais faire. On va parler de cet effort dans le temps et rappeler aussi, d'abord, comme toujours, vous avez la citation qu'il faut dans Saint-Exupéry, c'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui l'a fait importante. Et dans une grande mesure, pour le mathématicien, c'est le temps qu'on a perdu sur les exercices qui fait le profit. Pas la connaissance de la solution, mais le temps qu'on a passé à trimer dessus et à se l'approprier. Et ça remonte à avant la prépa. Alors, la prépa, ça a été un épanouissement pour moi, mais surtout, socialement, c'était une révélation. Parce que dans mon lycée de province, soit dit sans aucune nuance péjorative, je faisais partie de ces élèves passionnés qui étaient presque honteux de se retrouver passionnés par leur sujet. Mes petits camarades, gentiment, se moquaient de moi en disant « Cédric, il nous parle toujours des neutrinos, il nous parle de tel ou tel truc, il a des sortes d'intérêts curieux, invité chez l'anniversaire de tel, allant chercher dans la bibliothèque de la camarade qui nous invitait, waouh, un livre passionnant sur l'évolution des espèces, c'est chouette. Ah oui, mais Cédric, c'est comme ça, il est dans son coin, et tout le monde, c'est comme ça, c'est Cédric. Alors qu'en prépa, tout le monde était comme ça. Alors, plus de problème, allez en avant. Ah oui, on va essayer de faire l'exercice, là, à 23h du soir, l'exercice sur les groupes, ouais, c'est chouette et tout ça, là. Bon. Donc, socialement, c'était une sorte d'ouverture extraordinaire. Un peu paradoxal, parce que souvent, on associe la prépa à une fermeture. Bon. Mais il y a des âges dans la vie, des profils différents, des gens à qui ça convient très bien et d'autres pas du tout. Mais le goût de l'effort, il était venu avant, dès le lycée, dès le collège. Et mathématiques, c'est une discipline dans laquelle, tant que vous n'avez pas trimé sur les exercices, vous n'avez juste pas compris. Même si vous êtes très bon, et même si vous croyez avoir compris. Et je vais citer des exemples très précis. Un jour, dans un détour d'un exercice, je vois arriver cet exercice qui dit, bon, peut-être tout le monde ne va pas le saisir, mais c'est exercice de niveau lycée. Soit une fonction d'une variable réelle, une fonction, c'est f de x, vous prenez un nombre réel, ça associe à notre truc. F de x égale y. Soit une fonction de variable réelle, montrer que c'est la somme d'une fonction paire et d'une fonction impaire. Une fonction paire, c'est une fonction qui ne change pas quand on change x en moins x. Une fonction impaire, c'est une fonction qui est changée en son opposé quand on change x en moins x. Je regarde le truc et je me dis, mais c'est pas possible, il manque quelque chose. Comment puis-je démontrer quelque chose sur une fonction alors qu'il n'y a aucune formule? Je réfléchis, je trime et puis je comprends. C'est un exercice très classique. On montre que si la partie paire existe, elle est égale à telle formule qui fait partie de la fonction. Si la partie impaire existe, elle est égale à telle formule. À la fin, c'est juste une formule. On vous dit partie paire, par exemple, c'est f de x plus f de moins x sur 2. Bon, ça semble être juste la solution d'un exercice, mais c'est beaucoup plus que ça. Parce qu'en résolvant ça, ça a été bon sang, mais c'est bien sûr. On peut démontrer des choses sur des fonctions, même quand elles n'ont pas de formule. Même quand elles ne sont pas données avec des sinus ou des exponentielles ou des puissances. On peut travailler sur elles de façon abstraite. Mais finalement, je n'avais pas compris ce que c'était qu'une fonction. Ça peut paraître anodin, mais
au début du XVIIe siècle, les meilleurs scientifiques de l'époque n'avaient pas encore cette notion-là. La notion de fonction abstraite, elle se dégage seulement au milieu du XVIIe siècle. Pascal, Descartes n'avaient pas la notion fonctionnelle abstraite. Leibniz et Newton l'avaient, mais la génération d'avant, non. Donc, on doit refaire en un clin d'œil, avec un exercice, un chemin conceptuel qui a pris des millénaires aux gens qui sont intéressés à faire de la mathématique. Évidemment qu'il y a un effort. Évidemment c'est dans cet effort qu'est le principal gain dans le changement de représentation mentale qu'on peut avoir de ce qu'est une fonction. Je vais donner un autre exemple un peu plus tard. J'étais en classe de première. Mes parents étaient profs de lettres dans ce lycée-là et copains avec les autres profs. Et le prof de maths leur dit « Tiens, voilà, pour ton fils qui aime bien les exercices de maths, voici un exercice intéressant. » Il me passe l'exercice et tout. « Ah, super, je vais réfléchir. Ah oui, c'est intéressant. » Alors, c'est un exercice, bien après, j'ai su que c'était un classique de prépa ou d'université. On fait la somme des inverses des nombres dont l'écriture décimale ne comporte pas de zéro. Bon, est-ce que ça converge ou pas? Et je commence à réfléchir. Je trime, je réfléchis. Peut-être oui, peut-être pas. Je le programme en Pascal. À l'époque, on me programmait en Pascal. Maintenant, c'est has-been. Et je regarde sur des exemples pour essayer de trouver une intuition. Et puis, le truc était là. Et puis, je laisse. Une semaine plus tard, je réfléchis. Un mois plus tard, etc. J'avais un gros avantage sur les étudiants d'aujourd'hui. C'est que j'avais aucun moyen d'avoir accès à la solution. À l'époque, la seule connexion numérique vers l'ensemble du monde s'appelait le Minitel. Et il n'y avait pas d'annales de prépa dans la maison, pas de grand frère prof de maths sous la main, aucune façon pour laquelle je pouvais avoir la solution. Et alors donc, même si après les mois et les mois passants, je n'avais pas la solution, trop fier pour faire demander la solution au prof de maths qui l'avait posée, j'attends. Et voilà-t-il pas que 6 mois plus tard, la veille de la rentrée des jours de terminale, je repense au truc dans mon lit, et là, mais bien sûr, c'est comme ça qu'il faut faire. Le truc avait mûri, sans que je m'en rende compte, dans le cerveau. Alors, j'étais bien plus fier, évidemment, d'avoir trouvé le truc que si j'avais eu la solution. Encore plus fier, 2 ans plus tard, quand je vois l'exercice passer, de voir que ma solution était un peu différente de celle du prof, et que la mienne, je la trouvais plus sympa, mieux, plus élégante et tout. Et évidemment, le temps passé à chercher, il fait progresser. Et si après 12 années d'abandon de recherche, j'ai pu me remettre à publier, retrouver mes rouages, mes réflexes, republier dans les revues considérées dans le top 5 mathématiques, c'est qu'il n'y avait pas seulement un ensemble de savoirs et de connaissances qui avaient été accumulés, mais aussi un ensemble de réflexes, de savoir-faire, de paysage mental restructuré avec de la douleur, parce que ça demande toujours de la douleur d'apprendre, au fur et à mesure des années d'exercice à chercher sur un gros problème, mais avant ça sur un moins gros problème, et avant ça sur un problème filé par le prof de maths, et encore avant, dès la classe de 4e, sur des petits problèmes de quelques lignes à résoudre en géométrie. Ça, c'est plus important à transmettre dans l'éducation. Comment transmettre la flamme? Ça arrive, et on en connaît tous des exemples de gens qui sont encyclopédiques, remarquables, mais qui n'ont juste pas la motivation. Ça ne les intéresse pas. Alors, ça peut être très respectable et tout, mais ils ne sont pas des chercheurs créateurs. Parfois, c'est bien pratique. J'en avais un dans mon laboratoire. On pouvait aller le consulter. Est-ce que tu sais s'il y a un truc qui ressemble à ça, dans la littérature? Qu'est-ce que tu me conseilles de chercher? C'est avoir l'encyclopédie en ligne. Le gars, il en savait autant que tout le reste du labo réuni. Mais il ne publiait pas. C'était pas son truc, ça ne l'intéressait pas. C'est autre chose. En éducation, la transmission de flamme, et c'est la grande équation, comment faire pour transmettre la motivation? On n'en sait guère plus aujourd'hui qu'il y a un siècle. On voit l'échec spectaculaire des cours en ligne pour transmettre la motivation, à quelques exceptions près. Et on constate que c'est l'exemple parfois, en contact avec des gens motivés, on peut se retrouver motivé, il y a quelque chose qui peut passer là de l'ordre de l'exemple ou de l'émulation, mais ça reste une alchimie qu'on ne sait pas reproduire, pour laquelle on n'a pas la recette automatique, et qui pourtant est l'essentiel de l'éducation, bien plus important que la liste de connaissances. Je vous remercie tous les deux. Merci.
Il nous reste un peu de temps pour faire circuler le micro dans la salle. Oula, avec toutes les mains, il nous reste beaucoup de temps. Ah oui, tout à fait. Bon. Alors, ce que tu viens de dire illustre quelque chose que j'ai souvent discuté avec Jean-Claude Carrière. Jean-Claude Carrière, comme vous savez, était le scénariste de Buñuel. Il s'enfermait et puis évidemment, il fallait qu'il produise un scénario. Et souvent, ce qui leur arrivait, c'est ce qui t'arrivait à toi ou peut-être à Carole. C'est-à-dire que de temps en temps, on bute. Et alors, Jean-Claude avait, lorsqu'il butait, il s'arrêtait pendant 24 heures, 48 heures, et il avait cette formule de l'ouvrier invisible. C'est-à-dire que vos esprits, messieurs, eh bien, lorsque vous pensez à autre chose, mais par exemple, quand tu cherchais un problème ou un théorème, évidemment, tu butais à un moment, mais après, tu allais faire autre chose, et pendant que tu faisais autre chose, il y avait une partie de ton cerveau qui travaillait, et c'est ça l'ouvrier invisible. Il y a de très belles pages de mathématiciens comme Grothendieck ou comme Poincaré parlant de ces illuminations. Poincaré en particulier, dans un très beau texte, raconte comment un jour, en posant le pied sur le marchepied d'un autobus, il a eu l'illumination sur un problème qui le choquait, sur lequel il butait désespérément. Et c'est intéressant, c'est bien plus intéressant que la fameuse histoire de la pomme de Newton. Alors, pomme de Newton, on n'est pas sûr, vrai, pas vrai, c'est raconté par Voltaire, etc. Mais il y a un mythe, comme on le retrouve sur l'histoire d'Archimède et tout ça, selon laquelle, ou dans le très mauvais film sur John Nash, un homme d'exception, le mythe selon lequel, un jour, dans une situation, un détail que vous remarquez dans l'environnement vous donne la clé. Ça arrive, mais bien plus souvent, le moment où vous avez l'illumination, ce qu'il y a dans votre environnement n'a rien à voir avec le problème qui vous fait buter. Alors il peut y avoir un geste, une incarnation, quelque chose et tout ça, quelque chose qui participe à ce mouvement, mais c'est le travail qui s'est fait à l'intérieur, bien plus que le truc à l'extérieur qui est important. Et ça peut sortir à n'importe quel moment. Alors, oui, Jean mettait la main effectivement sur cette chose assez incroyable qui est le rôle de l'accident dans la créativité. C'est effectivement à la fois le Eureka d'Archimède et le Newton, deux événements donc probablement apocryphes. Quoi qu'il en soit, effectivement, je pense que pour un compositeur, c'est aussi ce qui peut se produire. Vous êtes totalement hanté par la musique que vous êtes en train d'essayer d'écrire. Alors c'est quelque chose d'extrêmement pénible d'une certaine façon parce que ça vous empêche de dormir. C'est-à-dire que vous avez en permanence dans votre tête cette musique qui vous hante. D'une certaine façon, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que si ce thème, cette mélodie, cet enchaînement harmonique vous hante à ce point, probablement qu'il a une certaine force et qu'avec un peu d'espoir, il entrera de la même façon la personne qui l'entendra et qui ne sera pas vous. Mais c'est vrai que très souvent, l'idée va venir beaucoup plus tard, à un moment, on va dire, de décristallisation, où les choses se refroidissent. Et après avoir pensé à tout à fait autre chose, vous remettez le nez un peu dans ce qui vous semblait être une espèce de bourbier inextricable, et vous allez, avec de nouvelles lunettes, d'une certaine façon, apercevoir la réalité différemment et trouver une solution au problème qui vous hantait. Alors, ce que je voulais dire, c'est qu'on a l'impression qu'on a un cerveau. Mais de fait, on a une multiplicité de cerveaux. Et il y en a un qui est conscient. Alors, il trouve ou il ne trouve pas, il rate. Mais pendant qu'on fait autre chose, il y a tous les autres cerveaux qui travaillent et qui continuent à chercher et à résoudre, soit à trouver votre mélodie, soit à trouver votre théorème. C'est ça l'image de l'ouvrier invisible. C'est qu'on n'a pas un seul cerveau, mais il y en a un, évidemment, qui est conscient, mais il y en a un tas d'autres qui continuent à travailler et puis qui, de temps en temps, vous donnent la solution. Je crois que c'était Laurence Desvillers, hier, dans la table sur l'intelligence collective, qui commence à dire que on est collectif dès qu'on est un. Parce qu'il y a la dialectique qu'on fait avec soi-même, pour se contredire, se tester, essayer.
Et effectivement, il n'y a pas seulement celles qu'on fait consciemment pour essayer de s'auto-réfuter, de tester la solidité de ce qu'on fait en adoptant, en se faisant soi-même l'avocat du diable. Il y a aussi ceux qui travaillent en coulisses, parfois paresseux, parfois au contraire staccanovistes, pour essayer de t'aider à résoudre. Oui. Donc moi je voudrais intervenir parce que je trouve qu'on a beaucoup entendu la spécificité du travail, enfin du travail du mathématicien. Je trouve qu'on a moins entendu parler de la création musicale. Et donc, moi, ce qui me semble, il y a la notion de plaisir. Donc, je viens d'abord au mathématicien qui dit si je trouve et si je sais que je vais peut-être trouver, il y a la notion de plaisir qui est liée à la fierté quand on a trouvé. La fierté et l'effort, le fait de voilà. se sentir entier plongé dans Voilà. une tâche, une quête. Voilà. Eh bien, en musique, je pense qu'il y a, je pense à Richard Strauss, je donne un exemple, mais il y en a d'autres, il y en a plein d'autres. Il cherche quelque chose et ça va créer, au bout d'un moment, il va retenir certaines choses, il va trouver, ça va être le début, par exemple, d'un opéra. Rapprochez le micro. Ah oui, excusez-moi. Il va donc chercher quelque chose, une musique qu'il n'a pas encore faite, et il retient ce qui lui semble le mieux, mais ça ne le satisfait pas encore. Donc c'est le début de son opéra. Et puis, l'opéra du coup se déroule, peu à peu il avance. Et puis tout à coup, il est dans la création, là je ne parle pas dans la représentation. Et tout à coup, il y a quelque chose qui jaillit d'un espèce de mélange de tohu, de sons qui vont partout. Et il y a quelque chose qui jaillit, c'est une mélodie extraordinaire. Et il s'y attend pas. Je suis sûr qu'il s'y attendait pas dans la création. Et je pense que ça rejoint ce travail parce que il veut trouver, il finit par trouver, mais il n'était pas sûr au départ qu'il trouverait. Hein. Voilà. Quelle est la question ? Eh ben, la question, c'est puisque le thème est mathématiques et création musicale, je trouve que, est-ce que ce n'est pas, voilà, je vais faire une question, est-ce que ce n'est pas un exemple, justement, du rapprochement qu'on peut faire entre ces deux créations ? On n'entend pas. Non, c'est un commentaire. En tout cas, je vais juste faire un commentaire. Il faut aussi, c'est aussi la même chose à coup sûr pour le travail d'interprétation. Et oui, il s'agit de trouver le bon angle, la bonne dose. Bien illustré pour les enfants dans ce petit film des studios Ghibli qui s'appelle Goshu le violoncelliste, avec tous les efforts et les déclics et les mises en interpellation du jeune violoncelliste qui va chercher à trouver le ton juste. Et du côté mathématique, l'interprète, ça peut être le prof. Prof de maths préparant son cours, pas là pour trouver le nouveau théorème, mais elle va chercher le bon angle de présentation, la bonne façon qui fera sens, qui transmettra la bonne notion. Il y a là-dedans toute une culture, des efforts, toute une façon. Il s'agit de créer quelque chose aussi, qui va être le cours, et même au-delà, cette interaction entre prof et élève. C'est un travail d'interprétation, même sens que l'interprète musical va être l'intermédiaire entre l'œuvre du compositeur, de la compositrice et le public. Et là, il y a aussi un boulot, un effort, dans la préparation de cours, tant qu'on n'a pas une quantité excessive, bien sûr, et tant qu'on a un public attentif, bien sûr, dans laquelle on va aussi trouver du plaisir de réalisation créatrice. Oui, bonjour. Vas-y. Ma question s'adresse autant aux musiciens qu'aux mathématiciens. Vous nous avez dit au départ que les mathématiques sont intemporelles, structurelles. Bon, la musique est peut-être davantage liée à une communauté d'écoute. Et je voudrais savoir, finalement, à votre niveau d'expérience, quelle part vous attribuez à la découverte, c'est-à-dire vous avez l'impression que des choses préexistent à votre création, et quelle part vous attribuez carrément à la création. En un mot, Monsieur Villani, êtes-vous pythagoricien ? On dit aussi parfois néoplatonicien ou plein de choses, mais oui, la réponse est oui. Ce n'est pas une opinion rationnelle, ça relève de la subjectivité ou de la métaphysique ou de ce que vous voulez, mais je suis dans le clan des découvreurs. Attention maintenant.
D'abord, j'aime bien penser que ces choses sont soumises à effet de mode. Il y a une ou deux générations, c'était considéré comme naïf de se dire dans le champ des découvreurs. Maintenant, au contraire, je pense que c'est plutôt dominant. Ensuite, il y a un adage qui dit même quand on croit à la réalité de ce qu'on démontre plutôt que ce qu'on découvre, même quand on croit qu'on est créateur plutôt que découvreur, en pratique, on recherche comme si on découvrait. Parce qu'on cherche à aller du côté le plus beau, le plus esthétique, celui qui sonne le mieux, convaincu qu'il y a une sorte d'harmonie préexistante ou comme s'il y avait une sorte d'harmonie préexistante qui venait. Donc même et que ça va nous guider pour trouver ce qui va être le bon angle et le bon théorème. Donc même les personnes qui se réclament, qui rejettent l'idée de la préexistence des objets mathématiques vont en pratique, bien souvent dans leur recherche, faire comme si. Alors, il y a des théories mathématiques plus sophistiquées nos jours sur la question du rapport du monde à la réalité, et même une théorie qui soutient que les dérangements ou le rapport aux structures mathématiques ou à l'ordre est en vrai notre seul rapport avec le monde, parce qu'on analyse les perceptions, nos sens avec des grilles de lecture, selon que tel truc est ordonné ou pardonné comme si, nous apparaît familier, naturel ou pas, et qu'à la fin des fins, tout ce qu'on fait, finalement, notre seul angle sur la réalité, c'est un travail de structuration mathématique. Et ça participe dans tous les cas à cette grande fascination de l'humanité pour cet apport des constructions et des structures abstraites dans la découverte de la réalité. Oui, alors vous mettez le doigt sur une chose qui est que, je me souviens, il y a une quarantaine d'années, un ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche avait dit qu'aujourd'hui, où probablement la plupart des terres du monde avaient été trouvées, où il y a peu de chances que l'on trouve une nouvelle île, par exemple, eh bien, l'esprit humain pouvait se concentrer sur d'autres inconnus, d'autres terra incognita. La science en fait partie. Dans le cas des arts, c'est plus compliqué. Est-ce qu'on peut dire que l'on découvre telle nouvelle mélodie, tel élément rythmique, tel nouveau timbre qui n'existerait pas au préalable ou qui existerait précédemment au préalable? C'est pas simplement lié au fait que la musique est l'un des moins mimétiques des arts, c'est plutôt lié au fait que malgré tout, on se représente quand même l'invention artistique comme un travail qui n'est pas tellement un travail de découverte du préexistant, mais de découverte de l'inconnu, de l'inouï. S'il y a de l'inouï au sens propre, quelque chose qui n'a jamais été entendu auparavant, c'est ça qu'il faut aller voir, et donc ce serait plutôt de l'ordre de l'inventivité, qui peut être éventuellement matinée d'intuition, que de découverte à proprement parler. Il était fort mal inspiré, le collègue ministre, là, parce que bon sang de nombre de choses, y compris proches qu'on n'a pas encore explorées, y compris dans les fonds marins peu profonds, y compris dans notre jardin, pour les gens qui s'acharnent à essayer de comprendre comment ça fonctionne dans la terre, dans le sol, à quelques centimètres ou quelques mètres de profondeur. Il y a 2 mois, les équipes de Laurent Balesta, plongeur, photographe, multiprimé, m'ont fait venir sur leur bateau pour voir les résultats d'une expédition dans laquelle, à quelques dizaines de mètres de profondeur en Corse, ils ont découvert sur les fonds des nids de poissons utilisés par des petits poissons, les picarelles, pour la reproduction, constituant le plus grand réseau au sens mathématique du terme jamais observé dans le monde macroscopique. Des millions et des millions de nids éphémères les uns avec les autres, comme des alvéoles d'abeilles, et qu'on s'est bien amusé avec mon copain Gabor Domokos, mathématicien hongrois, à expertiser mathématiquement. Ce genre de merveille, c'était pas dans la fosse des Mariannes, c'était à 30 mètres de profondeur près de la Corse. Soit en passant, la Corse s'y prêtait bien, pas seulement pour des raisons géographiques, mais aussi parce qu'il n'y a quasiment pas de pêche au chalut en Corse.
Évidemment, le chalut bourrin arriverait, détruirait joyeusement toute cette belle construction mathématico-biologique. Ça pour dire en tout cas qu'il y a encore bien des merveilles tout près de nous à découvrir, y compris dans les sciences naturelles. Ma question s'adresse plus spécifiquement à Monsieur Beffa. C'est une question double d'ailleurs. Est-ce qu'il y a un moment où vous stabilisez ce que vous cherchez à créer, et qu'est-ce qui fait que vous stabilisez à un moment? Est-ce que vous laissez longtemps, je vais dire, mijoter pour reprendre des années après peut-être? Et enfin, vous avez dit quelque chose là qui m'a interpellée. Quand j'entends une musique nouvelle, il m'arrive parfois de savoir à l'avance quelles vont être les dernières notes. Or, je ne suis pas du tout musicienne. Et je voulais savoir si vous savez si nous avons des réseaux précablés qui font que nous sommes plus ou moins sensibles à des types, des séquences de notes. Voilà. Merci. Alors, je vais commencer par la fin. Des réseaux câblés qui nous permettraient de savoir si on peut être plus ou moins sensible à une séquence de notes ou à une autre, je ne saurais le dire. Ça me semble un peu curieux comme idée, mais ce n'est pas totalement impossible. Je ne pourrais pas vous répondre. Sur la question, effectivement, de laisser mijoter, comme vous le dites, souvent les compositeurs, en tout cas en musique contemporaine savante, avec tous les guillemets de rigueur, c'est-à-dire pas les compositeurs de rock, de pop, de variété, ces compositeurs répondent à des commandes. Alors, attention, répondre à une commande, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça veut simplement dire que vous avez une personne qui est là et qui vous dit voilà, je vais vous commander cette chose-là. Ça veut dire simplement une durée approximative, parce que c'est lié en règle générale à un concert qui va avoir lieu. Donc, on vous dit voilà, il faut écrire pour 3 minutes de musique, ou 30 minutes, ou éventuellement 1h30, ce qui est beaucoup. C'est lié à un délai, puisque c'est un concert en particulier, et c'est lié à une formation. Vous écrivez pour piano, pour petit ensemble, pour chœur, pour grand orchestre symphonique et chœur. Et donc, vous avez d'une certaine façon ce délai, cet horizon temporel qui est devant vous, et vous devez écrire en fonction de ça. Alors, si vous avez la chance d'avoir cette commande suffisamment en amont, vous allez pouvoir passer d'une commande à l'autre, en tout cas d'une œuvre que vous écrivez à une autre, donc laissez reposer ce que vous avez, et arriver avec un regard et une oreille particulièrement neuve pour prendre ce que vous avez laissé tomber. Ça m'arrive assez fréquemment. Il y a une autre chose aussi qui joue. Je ne suis pas certain d'être un meilleur compositeur aujourd'hui que je ne l'étais il y a 10 ou 15 ans. Ce que je sais, c'est que mon tamis personnel, mon filtre individuel est plus fort probablement aujourd'hui qu'il n'était il y a 15 ans. C'est-à-dire que si j'étais il y a 15 ans confronté à plusieurs pistes, si j'étais face à une bifurcation dans ce que j'étais en train d'écrire, voilà, je ne sais pas si je dois aller ici ou là, eh bien, j'aurais mis un certain temps avant de distinguer une idée forte d'une idée moins forte, ou tout simplement d'une idée faible d'une idée moins faible. Aujourd'hui, ce tamis personnel, cette faculté que je peux avoir à sélectionner entre les idées et à me débarrasser des idées dont j'ai la quasi-certitude qu'elles ne vont pas me mener loin, eh bien, ce tamis est plus développé, est plus exigeant aussi, et plus sélectif probablement. Donc, je n'aurai pas forcément besoin de laisser reposer aussi longtemps que je l'avais. Je vais pouvoir, en un temps relativement bref, me séparer d'idées dont j'ai la quasi-certitude qu'elles ne sont pas bonnes. On nous fait signe de clôturer, donc on va accepter une dernière question et la réponse sera brève. Oui, merci de me donner la parole. C'était en effet très intéressant d'aborder cette notion de créativité qui, quelque part, gouverne le monde. Bien sûr, la notion de travail, d'effort, de persévérance est indispensable, mais ce que je remarque à la suite de votre exposé, c'est que, quelque part, il y a toujours un mystère qui persiste dans la créativité,
cette illumination, cette fulgurance, cette chose qui en fait dépasse le créateur. Et là, ça m'interpelle dans ce sens où, justement, on peut se demander si, compte tenu des expériences actuelles sur les recherches mathématiques de l'univers, de la conscience universelle, qui serait donc de structure mathématique, on ne pourrait pas penser que cette illumination, qui est en effet le résultat tant attendu du créateur, de celui qui recherche une vérité, ne vient pas de cette structure mathématique qui dépasse tous les créateurs, quels qu'ils soient, et qui leur fait à un moment donné déboucher sur une idée qu'ils n'avaient absolument pas envisagée et qui s'impose à eux comme étant une évidence, parce qu'elle vient en fait de cette création universelle mathématique, de structure mathématique. Je voudrais savoir ce que vous en pensez. Pourquoi pas? C'est ma vraie réponse. D'abord, le mystère est ce qui nous fait vivre, nous attire, nous émerveille dans bien des situations, depuis les gamins à qui on raconte les histoires, spectateurs. S'il n'y a pas de mystère, il manquera quelque chose à la saveur de notre activité. Et ensuite, à chacun, chacune de se voir sa propre explication ultime de la source du mystère. Donc pourquoi pas?